En août 1990, un jeune couple de Lyon part pour ce qui devait être des vacances romantiques de 5 jours dans les Alpes françaises. Léa Fontaine, 28 ans, professeur de littérature, et Antoine Mercier, 31 ans, ingénieur civil, ne reviendront jamais. Leur voiture sera retrouvée intacte près d'un sentier à Chamonix, leurs affaires toujours à l'intérieur, mais aucune trace du couple. Pendant 13 ans, leur disparition restera un mystère absolu. Aucun corps, aucun indice, aucune explication. Puis, à l'été 2003, la fonte exceptionnelle d'un glacier révèle quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Une caméra vidéo parfaitement préservée par la glace pendant plus d'une décennie. Et sur les cassettes à l'intérieur, les derniers jours de Léa et Antoine, filmés par eux-mêmes. Ce que ces enregistrements révèlent va bouleverser tout ce que les enquêteurs croyaient savoir sur cette affaire. Comment un couple expérimenté en montagne a-t-il pu disparaître sans laisser la moindre trace? Et surtout, qu'ont-ils filmé dans ces derniers moments? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Lyon, été 1990. La France célébrait sa victoire à la Coupe du monde de football en Italie quelques semaines plus tôt, et l'atmosphère dans tout le pays était à l'optimisme. Léa Fontaine habitait un appartement modeste dans le 3e arrondissement de Lyon, dans le quartier de la Part-Dieu. Elle enseignait la littérature française au lycée Édouard Herriot depuis 4 ans, et ses collègues la décrivaient comme une personne passionnée, enthousiaste, avec un amour profond pour la nature et la photographie. Chaque été, elle organisait méticuleusement ses vacances pour explorer les montagnes françaises, une tradition qu'elle avait héritée de son père. Gérard Fontaine, son père, était un homme de 56 ans qui avait passé 35 années de sa vie comme garde forestier dans le parc national de la Vanoise. Veuf depuis 1983, après la mort de sa femme d'un cancer, il avait reporté toute son affection sur sa fille unique. Il lui avait appris tout ce qu'il savait sur les montagnes. Comment lire les cartes topographiques? Comment reconnaître les signes de changement météorologique? Comment respecter la nature alpine? Léa n'était pas une touriste ordinaire. Elle connaissait les risques. Elle comprenait les montagnes. C'est précisément ce qui rendrait sa disparition si incompréhensible. Antoine Mercier, lui, venait d'Annecy, une ville située à environ 150 km de Lyon, au bord du lac d'Annecy et proche des Alpes. Il avait grandi en voyant les montagnes depuis sa fenêtre. Fils d'un pharmacien et d'une institutrice, il avait fait ses études d'ingénierie à l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, où il avait rencontré Léa en 1987 lors d'une conférence sur la préservation de l'environnement. Leur relation s'était développée autour de leur passion commune pour la montagne. Antoine travaillait pour une entreprise de construction spécialisée dans les infrastructures routières, et il était connu pour sa rigueur et son attention aux détails. Mais sa véritable passion était la vidéo amateur. Il avait économisé pendant des mois pour s'acheter une caméra VHS Sony Handycam, un modèle sorti en 1989, et il filmait compulsivement tout ce qui l'entourait. Les collègues de Léa au lycée se souvenaient parfaitement de son excitation dans les jours précédant le départ. Martine Lefebvre, qui enseignait l'histoire dans la salle voisine, raconterait plus tard aux enquêteurs que Léa avait montré l'itinéraire qu'elle et Antoine avaient planifié. 5 jours dans la région de Chamonix-Mont-Blanc, avec des randonnées soigneusement sélectionnées. Le premier jour, une montée facile jusqu'au refuge du lac Blanc. Le deuxième jour, exploration de la vallée de Chamonix. Le troisième jour, une randonnée vers le lac Cornu. Le quatrième jour, visite du maire de glace et du village. Et le 5e jour, retour tranquille à Lyon. Rien d'extraordinaire, rien de dangereux. Des sentiers bien balisés, des refuges connus, des itinéraires que des milliers de randonneurs parcouraient chaque été. Le vendredi 10 août 1990, à 6 heures précises du matin, Antoine gara sa Renault
21 blanches, devant l'immeuble de Léa. Des voisins les virent charger leurs sacs à dos dans le coffre. Madame Girard, qui habitait au 2e étage, se rappellerait qu'ils avaient de l'air joyeux, qu'ils parlaient fort, qu'Antoine testait sa caméra en filmant Léa qui arrangeait leurs affaires. Des détails ordinaires qui prendraient une signification terrible quelques jours plus tard. Le couple quitta Lyon vers 6h30, prenant l'autoroute en direction de Chamonix. Le trajet devait durer environ 2h30. À 9h15 ce matin-là, Antoine fit le plein d'essence à une station-service près d'Annecy. Le pompiste, un jeune homme nommé François Gauthier, se souviendrait du couple parce qu'Antoine avait demandé des recommandations sur les meilleurs spots pour filmer dans la région. François, qui faisait de l'escalade dans ses temps libres, leur avait suggéré d'aller au Brévent pour avoir une vue spectaculaire sur le massif du Mont Blanc. Antoine avait noté l'information dans un petit carnet qu'il gardait toujours sur lui. Léa avait acheté des barres de céréales et de l'eau minérale, des détails banals, mais qui seraient méticuleusement documentés par les enquêteurs. Ils arrivèrent à Chamonix vers 10h45. La ville était bondée, comme toujours, en plein mois d'août. Chamonix-Mont-Blanc, situé dans le département de Haute-Savoie, était et reste l'une des destinations touristiques les plus prisées des Alpes françaises. Avec ses 13 000 habitants permanents, la population pouvait facilement tripler pendant la saison estivale. Le couple réserva une chambre dans un petit hôtel familial de la rue Joseph-Vallot, l'Hôtel des Alpes, un établissement modeste mais propre, tenu par une famille locale depuis 3 générations. La propriétaire, Madame Claudine Perrin, une femme de 62 ans, enregistra leur arrivée dans le registre de l'hôtel. Chambre numéro 7, réservation pour 5 nuits, du 10 au 15 août. Madame Perrin décrirait plus tard Léa et Antoine comme un couple discret, poli, visiblement amoureux. Ils montèrent leurs bagages, se rafraîchirent, puis redescendirent vers midi pour déjeuner dans un restaurant du centre-ville. Le serveur du restaurant La Calèche, situé sur la place Balmat, se rappellerait vaguement d'un couple qui correspondait à leur description, mais sans certitude absolue. L'après-midi, selon leur plan initial, ils explorèrent le village, visitèrent quelques boutiques, et Antoine filma les rues animées, les façades des chalets traditionnels, les montagnes environnantes. Le samedi 11 août au matin, Léa et Antoine prirent le téléphérique du Brévent, suivant la recommandation du pompiste. La caissière de la station inférieure, mademoiselle Sophie Bernard, se souviendrait d'eux parce qu'Antoine avait insisté pour filmer la montée dans la cabine. À cette époque, les caméras vidéo étaient encore relativement rares, et les touristes qui filmaient attiraient l'attention. Le téléphérique les emmena à 2525 mètres d'altitude, offrant une vue panoramique extraordinaire sur la vallée de Chamonix et le massif du Mont Blanc. Ils passèrent plusieurs heures là-haut, marchant sur les sentiers aménagés, admirant le paysage. Antoine filmait constamment, capturant des panoramas, des gros plans sur Léa souriant devant les sommets enneigés. Ils redescendirent en milieu d'après-midi et retournèrent à l'hôtel. Madame Perrin les croisa dans le couloir vers 17h. Ils parlèrent de leurs plans pour le lendemain, de leur randonnée vers le refuge du lac Blanc. Ils dînèrent dans leur chambre, ayant acheté des sandwichs et des fruits. La nuit fut calme, rien d'inhabituel, rien qui aurait pu laisser présager ce qui allait suivre. Le dimanche 12 août 1990 serait le dernier jour où quelqu'un verrait Léa Fontaine et Antoine Mercier vivants. Ils se levèrent tôt, vers 5h30 du matin. Madame Perrin, déjà debout pour préparer le petit déjeuner des clients, les entendit descendre l'escalier vers 6h. Elle leur offrit du café et des croissants, mais ils déclinèrent poliment, expliquant qu'ils voulaient partir tôt pour profiter de la fraîcheur matinale. Ils portaient des vêtements de randonnée appropriés, pantalons techniques, chaussures de montagne, vestes coupe-vent. Leur sac à dos semblait bien préparé. Antoine avait sa caméra en bandoulière. Ils quittèrent l'hôtel à 6h15 précisément. Madame Perrin nota l'heure mentalement, parce qu'elle devait réveiller d'autres clients à 6h30. Ils montèrent dans leur Renault et prirent la direction de la télécabine de la Flégère, point de départ de la randonnée vers le refuge du lac Blanc.
Le trajet en voiture jusqu'au parking des Pras de Chamonix prenait environ 15 minutes. À 6h45, un gardien de parking, Monsieur Henri Dubois, non, pardon, Monsieur Henri Lambert, nota l'immatriculation de leur véhicule comme il le faisait pour tous les véhicules arrivant aussitôt. C'était une pratique courante pour surveiller les allées et venues et aider les secours en cas de problème. La Renault 21 blanche, immatriculée dans le Rhône, fut stationnée dans l'emplacement B17. Antoine et Léa achetèrent leurs billets pour la télécabine. L'employé de service, mademoiselle Juliette Favre, se souviendrait parfaitement d'eux parce qu'ils furent parmi les premiers clients de la journée. La télécabine les transporta jusqu'à la station intermédiaire de la Flégère, à 1877 mètres d'altitude. De là, le sentier vers le refuge du lac Blanc commençait, une randonnée d'environ 2h30, considérée comme moyennement difficile, avec un dénivelé positif de 600 mètres. Le sentier était bien balisé, populaire, fréquenté par des dizaines de randonneurs chaque jour pendant l'été. À cette altitude, le paysage changeait. Les forêts de conifères laissaient progressivement place aux alpages, puis aux zones rocheuses et aux névés. Le refuge du lac Blanc, situé à 2352 mètres, était une destination classique, offrant une vue spectaculaire sur les aiguilles rouges et le massif du Mont Blanc. C'était exactement le type de randonnée que Léa et Antoine avaient l'habitude de faire. Rien d'extrême, rien de dangereux pour des personnes expérimentées, mais ils n'arriveraient jamais au refuge. Vers 11h ce matin-là, 2 randonneurs allemands, Herr Klaus Schmidt et son épouse Ingrid, qui montaient vers le lac Blanc, croisèrent un couple correspondant à la description de Léa et Antoine à environ 2000 mètres d'altitude, près d'un endroit appelé le col de la Glière. Les époux Schmidt, interrogés 2 semaines plus tard par les enquêteurs, se rappelleraient que le couple français avait l'air fatigué, mais de bonne humeur. L'homme filmait le paysage avec sa caméra. La femme consultait une carte. Ils échangèrent quelques mots en anglais, les Schmidt ne parlant pas français. Tout semblait normal. Les 2 couples se souhaitèrent bonne route et continuèrent dans des directions opposées. Ce fut la dernière fois que quelqu'un admit avoir vu Léa Fontaine et Antoine Mercier. Le lundi 13 août, Madame Perrin commença à s'inquiéter. Le couple n'était pas rentré dormir, mais elle se dit qu'ils avaient peut-être décidé de passer la nuit au refuge du lac Blanc. Ce n'était pas inhabituel. Beaucoup de randonneurs profitaient des refuges de montagne pour vivre l'expérience complète. Elle attendit. Le mardi 14 août, l'inquiétude se transforma en alarme. Le couple avait réservé jusqu'au 15 août, mais leurs affaires étaient toujours dans la chambre numéro 7, leur voiture toujours au parking. Madame Perrin téléphona au refuge du lac Blanc. Le gardien, Monsieur Alain Charpentier, vérifia son registre. Non, aucun couple répondant à cette description n'avait dormi au refuge les nuits du 12 ou du 13 août. Madame Perrin contacta immédiatement la gendarmerie de Chamonix. À 14h30, le mardi 14 août, le capitaine Michel Arnaud, 45 ans, 20 années d'expérience dans les opérations de secours en montagne, ouvrit officiellement une enquête pour disparition inquiétante. Le protocole était clair. Dans les Alpes, les disparitions étaient prises très au sérieux. Chaque année, des dizaines de randonneurs se perdaient, se blessaient, ou pire, le temps était un facteur critique. Le capitaine Arnaud se rendit immédiatement à l'hôtel des Alpes. Il examina la chambre numéro 7. Les bagages de Léa et Antoine étaient là, intacts. Leurs vêtements de rechange, leurs articles de toilette, le carnet où Antoine notait ses observations. Mais leur sac à dos de randonnée, leurs vestes, leurs chaussures de montagne et la caméra vidéo étaient absents. Ils étaient à partir randonnée, c'était certain. Madame Perrin lui expliqua leur projet. La randonnée vers le refuge du lac Blanc, un itinéraire classique, sans danger particulier pour des personnes expérimentées. Le capitaine Arnaud contacta le peloton de gendarmerie de haute montagne, l'unité d'élite spécialisée dans les secours alpins. À 16h, une équipe de 6 gendarmes de haute montagne, accompagnés de 2 maîtres chiens, commença les recherches sur le sentier du lac Blanc.
La météo avait été stable les jours précédents, pas d'orage, pas de conditions exceptionnelles qui auraient pu justifier un accident. Les équipes fouillèrent le sentier méthodiquement, interrogeant tous les randonneurs qu'elles croisaient. Personne n'avait vu le couple récemment. Personne n'avait entendu d'appel à l'aide. Les chiens suivirent la piste jusqu'au col de la Glière, exactement là où les époux Schmitt avaient croisé le couple le dimanche matin. Puis, mystérieusement, la piste s'arrêtait. Pas de traces de sang, pas de signe de lutte, pas d'indice d'une chute ou d'un accident. Les maîtres chiens étaient perplexes. Les chiens tournaient en rond, incapables de déterminer une direction claire. C'était comme si Léa et Antoine s'étaient tout simplement évaporés à cet endroit précis. Le mercredi 15 août, les recherches s'intensifièrent. Un hélicoptère de la sécurité civile survola toute la zone, utilisant des jumelles puissantes pour scruter chaque recoin du terrain. 30 bénévoles du secours en montagne rejoignirent les opérations, formant une ligne de recherche qui progressait mètre par mètre. Ils explorèrent les zones hors sentier, les ravins, les zones rocheuses où un accident aurait pu se produire. Rien, absolument rien. Le jeudi 16 août, Gérard Fontaine arriva à Chamonix. Le capitaine Arnaud l'avait contacté le mardi soir. Et le vieil homme avait immédiatement quitté sa maison dans le parc de la Vanoise pour rejoindre les recherches. Quand il entra dans le bureau du capitaine Arnaud, à la gendarmerie, son visage était marqué par l'angoisse, mais aussi par une détermination farouche. Il connaissait ces montagnes mieux que quiconque. Il connaissait sa fille. Quelque chose n'allait pas. Gérard examina les cartes topographiques avec les gendarmes. Il posa des questions précises sur les conditions météorologiques, sur les témoignages des dernières personnes à avoir vu Léa et Antoine, sur les zones déjà fouillées. Le capitaine Arnaud fut impressionné par la lucidité et le professionnalisme du vieil homme, malgré la douleur évidente. Gérard participa personnellement aux recherches pendant 5 jours consécutifs, marchant des heures dans les sentiers, scrutant les pentes, appelant le nom de sa fille, jusqu'à en perdre la voix. Le vendredi 17 août, une découverte fut faite qui semblait prometteuse, mais qui en réalité ne ferait qu'approfondir le mystère. À environ 3 kilomètres au nord-est du col de la Glière, dans une zone de pierriers difficile d'accès, un gendarme trouva un morceau de tissu bleu accroché à un rocher. Le tissu correspondait à la description de la veste coupe-vent que Léa portait le matin de leur départ. Des analyses furent ordonnées. Le tissu fut envoyé au laboratoire de la gendarmerie de Lyon. Les résultats, reçus 1 semaine plus tard, confirmèrent que le tissu présentait des traces de sang humain, mais trop dégradées pour une analyse ADN concluante avec les technologies de 1990. Cette découverte orienta les recherches vers cette nouvelle zone. Des équipes fouillèrent intensivement le secteur pendant 10 jours supplémentaires, mais rien d'autre ne fut trouvé. Pas de corps, pas d'autres vêtements, pas de sac à dos, juste ce fragment de tissu qui soulevait plus de questions qu'il n'apportait de réponses. Comment ce tissu était-il arrivé là? Pourquoi n'y avait-il rien d'autre? Si un accident s'était produit dans cette zone, où étaient les corps? Les recherches officielles prirent fin le 1er septembre 1990, après 3 semaines d'efforts intensifs. Le capitaine Arnaud dut se résoudre à une conclusion terrible. Sans corps, sans preuves supplémentaires, l'affaire était dans une impasse. Le dossier resta ouvert, classé comme disparition inquiétante, mais les moyens massifs déployés ne pouvaient pas continuer indéfiniment. D'autres urgences, d'autres accidents se produisaient dans les Alpes. La vie continuait, implacable. Pour Gérard Fontaine, cependant, rien ne continua. Sa vie s'arrêta le 12 août 1990. Il retourna chez lui dans le parc de la Vanoise, mais il n'était plus le même homme. Ses voisins remarquèrent qu'il ne souriait plus, qu'il parlait à peine. Il avait perdu sa femme 7 ans auparavant et maintenant sa fille unique avait disparu dans les montagnes qu'il aimait tant. Les montagnes qui avaient été sa vie, son métier, sa passion, étaient devenues son cauchemar. Mais Gérard ne pouvait pas abandonner.
Chaque mois, parfois plus souvent, il retournait à Chamonix. Il marchait les sentiers, explorait les zones reculées, parlait avec les guides de montagne, les gardiens de refuge, quiconque acceptait de l'écouter. Il emportait toujours avec lui 2 photos de Léa et Antoine qu'il montrait à tous ceux qu'il rencontrait. Avez-vous vu ce couple? Vous souvenez-vous de quelque chose? La plupart des gens secouaient la tête avec sympathie. Certains se souvenaient vaguement de l'affaire, mais après quelques mois, la mémoire collective commença à s'estomper. Les parents d'Antoine, Monsieur et Madame Mercier, réagirent différemment. Le père d'Antoine, pharmacien respecté à Annecy, ne pouvait pas accepter l'incertitude. Pour lui, l'absence de corps signifiait l'absence de mort. Il développa une théorie selon laquelle son fils et Léa avaient choisi de disparaître volontairement, de commencer une nouvelle vie ailleurs. C'était une théorie que le capitaine Arnaud avait explorée et rapidement écartée. Tous les comptes bancaires de Léa et Antoine étaient restés intacts. Aucun retrait, aucune activité. Leurs papiers d'identité, leurs cartes de crédit, tout était resté dans leur chambre d'hôtel. Aucune personne rationnelle ne disparaît volontairement sans argent, sans papier, sans préparation. La mère d'Antoine, en revanche, sombra dans une dépression profonde. Elle ne pouvait plus vivre à Annecy, où chaque rue, chaque coin de la ville lui rappelait son fils. En 1992, le couple déménagea à Marseille, loin des montagnes, loin des souvenirs. Ils coupèrent progressivement les liens avec Chamonix, avec les enquêteurs, avec Gérard Fontaine. C'était leur manière de survivre au deuil impossible d'un fils sans sépulture. À Lyon, les collègues de Léa au lycée Édouard Herriot organisèrent une cérémonie commémorative en octobre 1990. Ils plantèrent un arbre dans la cour de l'école, un chêne qui porterait une plaque avec le nom de Léa. Martine Lefebvre, son amie proche, prononça un discours émouvant devant les enseignants et les élèves. Elle parla de la passion de Léa pour l'enseignement, de son rire contagieux, de son amour pour les montagnes. Beaucoup pleurèrent. La chambre de Léa à l'école fut assignée à un nouveau professeur, mais ses anciens élèves, ceux qu'elle avait eus pendant 4 ans, n'oublièrent jamais. Certains d'entre eux, devenus adultes, continueraient à chercher des informations sur l'affaire des années plus tard. Le mystère de la disparition de Léa et Antoine devint l'une de ces affaires qui hantent une communauté. À Chamonix, dans les refuges de montagne, les guides racontèrent l'histoire aux nouveaux randonneurs comme une mise en garde. Soyez prudents, ne sous-estimez jamais la montagne. Même les personnes expérimentées peuvent disparaître sans laisser de traces. L'affaire alimenta des théories diverses et souvent absurdes. Certains parlaient d'enlèvement, bien que l'idée d'un enlèvement en pleine montagne soit hautement improbable. D'autres évoquaient une chute dans une crevasse glaciaire, bien que le secteur du lac Blanc ne soit pas connu pour ses crevasses dangereuses. Quelques-uns, influencés par des émissions télévisées sensationnalistes, suggéraient même des théories plus farfelues impliquant des disparitions inexpliquées dans les Alpes. Le capitaine Michel Arnaud, lui, n'abandonna jamais complètement l'affaire. Chaque année, à l'anniversaire de la disparition, il relisait le dossier. Il revisitait mentalement chaque élément, chaque témoignage, chaque piste explorée. Quelque chose lui échappait, il en était convaincu. Ce fragment de tissu trouvé à 3 kilomètres du dernier endroit où le couple avait été vu le dérangeait profondément. Comment était-il arrivé là? Pourquoi les chiens n'avaient-ils pas suivi cette piste jusqu'au bout? Il y avait une pièce manquante du puzzle, mais laquelle? En 1995, 5 ans après la disparition, une nouvelle technologie donna un espoir temporaire. L'analyse ADN était devenue plus accessible et plus fiable. Le capitaine Arnaud ordonna une nouvelle analyse du fragment de tissu bleu qui avait été conservé. Les résultats confirmèrent que le sang appartenait bien à Léa Fontaine, établi par comparaison avec des échantillons fournis par Gérard. Cela prouvait que Léa avait été blessée à un moment donné, quelque part dans cette zone. Mais cela ne répondait toujours pas aux questions essentielles. Où étaient les corps? Qu'était-il arrivé à Antoine? Gérard Fontaine, désormais âgé de 61 ans, intensifia ses recherches après cette confirmation. Il prit sa retraite anticipée de son poste de garde forestier en 1996,
vendant sa maison dans le parc de la Vanoise pour s'installer dans un petit appartement à Chamonix. Il voulait être près des montagnes où sa fille avait disparu. Il voulait être là au cas où de nouvelles informations émergeraient. Ses économies, il les consacra entièrement aux recherches. Il engagea même un détective privé spécialisé dans les personnes disparues, un ancien gendarme nommé Hervé Blanc, qui avait travaillé sur plusieurs affaires non résolues. Pendant 6 mois, Hervé Blanc enquêta, interrogea à nouveau tous les témoins, explora des pistes alternatives. Mais lui aussi dut admettre l'échec. L'affaire était un mystère complet. Les années passèrent. 1997, 1998, 1999. Le passage au nouveau millénaire en l'an 2000 apporta une étrange mélancolie à Gérard. 10 ans. Cela faisait 10 ans que Léa avait disparu. 10 ans qu'il marchait dans ces montagnes, qu'il cherchait, qu'il espérait. Il avait maintenant 66 ans. Sa santé commençait à décliner. Les longues randonnées devenaient plus difficiles. Ses genoux le faisaient souffrir. Mais il continuait. Que pouvait-il faire d'autre? À Chamonix, la communauté locale connaissait bien Gérard. Les propriétaires de magasins, les guides de montagne, les employés des refuges, tous savaient qui il était. Certains l'admiraient pour sa détermination. D'autres, plus pragmatiques, pensaient qu'il devrait accepter la réalité et essayer de vivre ce qui lui restait de vie. Mais personne n'osait le lui dire en face. La douleur dans ses yeux était trop profonde, trop réelle. En 2001, le capitaine Michel Arnaud prit sa retraite après 30 années de service dans la gendarmerie. Lors de sa cérémonie de départ, il mentionna l'affaire Fontaine-Mercier comme l'un de ses plus grands regrets professionnels. L'affaire non résolue qui le hanterait jusqu'à la fin de ses jours. Son successeur, un jeune capitaine nommé Laurent Girard, hérita du dossier. Il le lut attentivement, impressionné par la minutie de son prédécesseur, mais ne vit aucune nouvelle piste à explorer. Le dossier fut archivé dans les classeurs de cas non résolus, rejoignant des dizaines d'autres disparitions mystérieuses dans les Alpes. Puis vint l'été 2003, un été qui serait mémorable pour une raison inattendue. L'Europe connut une canicule exceptionnelle, la pire depuis des décennies. Les températures atteignirent des records historiques. En France, plus de 15 000 personnes moururent des conséquences de la chaleur. Dans les Alpes, cette canicule eut un effet dramatique, la fonte accélérée des glaciers. Les scientifiques de l'Institut des géosciences de l'environnement de Grenoble documentèrent une régression glaciaire sans précédent. Des glaciers qui avaient été stables pendant des siècles perdaient des dizaines de mètres en quelques semaines. Le glacier d'Argentière, l'un des plus importants du massif du Mont Blanc, recula de manière spectaculaire. Des zones qui avaient été recouvertes de glace depuis des décennies, peut-être des siècles, se retrouvèrent exposées. C'était un phénomène préoccupant pour les glaciologues, un signe alarmant du changement climatique. Mais cette fonte révélerait aussi des secrets enfouis depuis longtemps. Le 23 juillet 2003, 2 alpinistes expérimentés, Nicolas Blanc et Julien Favre, tous deux âgés de 35 ans et membres du club alpin français section de Chamonix, décidèrent d'explorer une zone nouvellement accessible du glacier d'Argentière. Ils étaient curieux de voir ce que la fonte avait révélé. C'était une journée ensoleillée, chaude, même à 2500 mètres d'altitude. Ils progressaient avec leurs piolets et crampons sur la glace, photographiant les formations glaciaires, notant les changements pour leurs rapports au club alpin. Vers 11h30 ce matin-là, alors qu'ils traversaient une zone de névé en voie de disparition, Nicolas aperçut quelque chose d'inhabituel. Un objet sombre qui dépassait de la glace fondue. Au début, il pensa à un rocher, ou peut-être à un équipement abandonné par des alpinistes. Mais en s'approchant, il réalisa que c'était autre chose. Un sac à dos. Un sac à dos de randonnée, de couleur verte foncée, partiellement gelé mais visible. Nicolas appela Julien. Les 2 hommes s'approchèrent prudemment. Le sac était encore à moitié pris dans la glace, mais avec leurs piolets, ils purent le dégager. Il était remarquablement bien conservé, protégé par la glace pendant toutes ces années. Nicolas ouvrit lentement le sac.
À l'intérieur, il y avait des vêtements, une gourde en métal, une lampe torche, une carte topographique de la région de Chamonix et quelque chose qui fit battre son cœur plus fort. Une caméra vidéo dans un étui protecteur en plastique rigide. Julien sortit immédiatement son téléphone portable. À cette altitude, le signal était faible mais présent. Il composa le numéro de la gendarmerie de Chamonix. À 12h15, le capitaine Laurent Girard reçut l'appel. Un sac à dos retrouvé dans le glacier d'Argentière, contenant une caméra vidéo et des effets personnels. Le capitaine Girard demanda aux alpinistes de ne toucher à rien d'autre et de marquer précisément l'emplacement. Une équipe de gendarmes de haute montagne serait sur place dans l'heure. À 13h45, 3 gendarmes accompagnés d'un technicien de scène de crime arrivèrent à l'endroit indiqué par Nicolas et Julien. Ils photographièrent la scène sous tous les angles, documentant l'emplacement exact, l'état du sac, la position dans le glacier. Le sac fut délicatement transporté jusqu'à la gendarmerie. Le capitaine Girard l'ouvrit avec des gants, examinant chaque objet méthodiquement. La carte topographique, bien que mouillée et partiellement endommagée, était encore lisible. C'était une carte de la région de Chamonix-Mont-Blanc, éditée en 1989. Sur la carte, quelqu'un avait tracé au stylo un itinéraire, le sentier vers le refuge du lac Blanc. Le capitaine Girard sentit un frisson le parcourir. Il ouvrit les dossiers de cas non résolus et trouva rapidement celui qu'il cherchait. Fontaine-Mercier, disparition août 1990. Il compara les descriptions. Un sac à dos vert foncé, une carte de la région, l'itinéraire vers le lac Blanc. Tout correspondait, mais c'était la caméra qui fournirait la confirmation définitive. Le capitaine Girard l'examina avec précaution. C'était une Sony Handycam, un modèle de la fin des années 80. Sur le côté de l'appareil, gravé au stylo, il y avait un nom, A. Mercier. Le capitaine Girard sentit le poids de cette découverte. Après 13 ans de silence, après 13 ans d'incertitude pour les familles, voilà qu'un élément concret refaisait surface. Il devait agir avec méthode, avec professionnalisme, mais aussi avec sensibilité. Il téléphona immédiatement au capitaine Arnaud, désormais retraité, mais toujours impliqué émotionnellement dans cette affaire. Michel Arnaud, qui avait 63 ans maintenant, fut bouleversé par la nouvelle. Il promit de se rendre à Chamonix dès le lendemain pour examiner les preuves. Mais avant de contacter les familles, le capitaine Girard voulait savoir ce que contenait la caméra. C'était crucial. La caméra était-elle encore fonctionnelle après 13 ans dans la glace? Les cassettes à l'intérieur étaient-elles récupérables? Il contacta un expert en restauration de matériel audiovisuel ancien, M. Éric Lefort, qui travaillait pour l'Institut national de l'audiovisuel à Paris. M. Lefort se déplaça personnellement à Chamonix le 25 juillet, 2 jours après la découverte. L'expert examina la caméra avec une attention minutieuse. L'étui protecteur avait fait son travail. La glace avait certes pénétré, mais lentement, et les composants électroniques, bien que gelés, n'avaient pas été broyés ou détruits, comme cela aurait été le cas dans des conditions de gel et dégel répétés. M. Lefort expliqua que le froid constant du glacier avait en réalité préservé la caméra, comme un congélateur naturel. Il ouvrit délicatement le compartiment des cassettes. À l'intérieur, il y avait 2 cassettes VHS compactes, le format utilisé par les caméscopes de l'époque. Les cassettes étaient humides, mais intactes. Le processus de récupération serait délicat. M. Lefort emporta les cassettes dans son laboratoire à Paris, promettant de faire de son mieux pour récupérer les enregistrements. Il faudrait sécher les bandes magnétiques avec une extrême précaution, dans un environnement contrôlé, pour éviter toute détérioration supplémentaire. Le processus prendrait au moins 2 semaines, peut-être 3. Pendant ce temps, le capitaine Girard devait prendre une décision difficile. Devait-il informer les familles immédiatement de la découverte ou attendre de savoir ce que contenaient les cassettes? Après consultation avec ses supérieurs et avec le capitaine Arnaud, il décida d'attendre. Si les cassettes ne révélaient rien, ou si elles étaient irrémédiablement endommagées, annoncer la découverte puis décevoir les familles serait cruellement inutile. Mieux valait attendre d'avoir des réponses concrètes.
Gérard Fontaine, pendant ce temps, continuait sa vie à Chamonix, ignorant que le destin était sur le point de lui apporter des réponses. À 69 ans maintenant, il marchait toujours dans les montagnes, mais moins fréquemment, moins longtemps. Son corps vieillissant ne pouvait plus supporter les longues randonnées d'autrefois. Il passait ses journées dans son petit appartement, regardant par la fenêtre les sommets qui avaient avalé sa fille. Il tenait un journal depuis 1990, notant chaque recherche, chaque pensée, chaque théorie. Des centaines de pages remplies de son écriture tremblante, un témoignage de sa quête obsessionnelle. Le 5 août 2003, M. Lefort appela le capitaine Girard. La voix de l'expert trahissait une émotion inhabituelle pour un scientifique généralement très posé. Il avait réussi. Les cassettes étaient récupérables. Il avait transféré leur contenu sur un support numérique moderne, un DVD, pour préserver les images. Et ce qu'il avait vu sur ces enregistrements, dit-il au capitaine, était profondément troublant. Il refusait d'en dire plus au téléphone. Il fallait que le capitaine Girard vienne à Paris ou qu'il envoie les DVD par courrier sécurisé. Le capitaine Girard choisit de se rendre personnellement à Paris. Le 7 août, il prit le TGV depuis la gare de Bellegarde-sur-Valserine, la plus proche de Chamonix. Pendant le trajet de 4 heures, il ne put s'empêcher de réfléchir à ce que ces enregistrements pourraient révéler. Les derniers moments de Léa et Antoine. Leurs voix, leurs visages, leurs actions. Tout ce qui s'était passé pendant ces jours où ils avaient disparu sans laisser de traces. L'idée était à la fois fascinante et terrifiante. À l'Institut national de l'audiovisuel, dans un bureau climatisé du 5e étage, M. Lefort accueillit le capitaine Girard. Les 2 DVD étaient posés sur la table dans des boîtiers transparents étiquetés « Affaire Fontaine-Mercier, cassette 1 » et « Affaire Fontaine-Mercier, cassette 2 ». Monsieur Lefort expliqua qu'il avait visionné les enregistrements pour s'assurer de la qualité de la restauration, mais qu'il n'avait pas pris de notes détaillées, respectant la confidentialité de l'enquête. Il avait simplement constaté que les images étaient d'une clarté surprenante, compte tenu des circonstances. Le capitaine Girard inséra le premier DVD dans le lecteur. L'écran de télévision s'alluma. Il y eut quelques secondes de neige électronique, puis l'image apparut. C'était le visage souriant de Léa Fontaine, filmé en gros plan. La qualité de l'image était celle typique des caméras VHS de l'époque, légèrement granuleuse, avec des couleurs légèrement saturées. Mais le visage était parfaitement reconnaissable. Léa souriait. Ses cheveux châtains attachés en queue de cheval, ses yeux verts pétillants. Derrière elle, on voyait l'appartement de Lyon, le salon familier avec ses étagères pleines de livres. Puis on entendit la voix d'Antoine, hors champ, qui disait « Alors, Léa, tu es prête pour notre grande aventure dans les Alpes ?» Léa rit et répondit « Plus que prête. J'ai tellement hâte de revoir les montagnes, ça fait presque 1 an qu'on n'y est pas allé. » L'image bascula, montrant maintenant Antoine qui chargeait des sacs dans le coffre de la voiture. La date et l'heure apparaissaient en surimpression en bas de l'écran 10 août 1990, 5h45 du matin. Le capitaine Girard regarda, fasciné. C'était comme remonter dans le temps, comme être témoin des derniers moments ordinaires, avant que tout ne bascule. Les images montraient le trajet en voiture, avec des plans du paysage défilant, de la musique d'autoradio en fond sonore, des conversations légères entre Léa et Antoine. À un moment, Antoine filma Léa qui lisait une carte routière, fronçant légèrement les sourcils en cherchant la meilleure route. Elle leva les yeux vers la caméra et fit une grimace comique. « Arrête de me filmer tout le temps, dit-elle en riant. « Je veux qu'on se souvienne de tout, répondit Antoine. Les images continuaient. L'arrivée à la station-service près d'Annecy. Antoine filmant Léa qui achetait des provisions au magasin. La vue sur les montagnes se rapprochant à mesure qu'ils avançaient. L'entrée dans Chamonix avec ses rues animées, ses touristes partout. L'hôtel des Alpes. Madame Perrin qui les accueillait à la réception, un peu gênée d'être filmée. La chambre numéro 7, petite mais confortable, avec une fenêtre donnant sur la rue. Puis les images du premier jour, le téléphérique du Brévent, des panoramas à couper le souffle du massif du Mont Blanc. Léa et Antoine se filmant mutuellement, faisant des selfies,
avant que le terme n'existe, utilisant la fonction retournement de la caméra pour capturer leur visage avec les montagnes en arrière-plan. Ils avaient l'air si heureux, si vivants, si amoureux. Le capitaine Girard sentit une boule se former dans sa gorge. Ces gens ne savaient pas ce qui les attendait. Le premier DVD se termina sur des images du samedi soir, dans leur chambre d'hôtel. Léa et Antoine planifiaient leur randonnée du lendemain, examinant la carte, discutant des horaires. « On part tôt demain », disait Antoine. « Je veux filmer le lever du soleil depuis le col, si possible. »« D'accord », répondait Léa, « mais tu sais que je ne suis pas très matinale. » Il riait, l'image devint noire, fin de la première cassette. Le capitaine Girard éjecta le DVD et inséra le second. Il savait que ce qu'il allait voir maintenant serait différent. Le dimanche 12 août, le jour où tout avait basculé, l'écran s'alluma à nouveau. Les premières images montraient l'aube à travers la fenêtre de la chambre d'hôtel. Puis, la caméra filmait Léa qui se préparait, encore ensommeillée, enfilant ses vêtements de randonnée. « Il est beaucoup trop tôt », marmonnait-elle, mais avec un sourire. Antoine filmait leur départ de l'hôtel, le trajet en voiture vers le parking de la Flégère, l'achat des billets de télécabine. Les images de la montée en télécabine étaient spectaculaires. Le soleil commençait à peine à éclairer les sommets. Antoine filmait le paysage en contrebas, les forêts de conifères, les chalets dispersés dans la vallée. Puis, à la station de la Flégère, ils commencèrent la randonnée. Les premières images du sentier montraient un chemin large et bien balisé, serpentant à travers des alpages fleuris. Léa marchait devant, et Antoine la filmait de dos, capturant sa démarche régulière, son sac à dos vert foncé, ses cheveux attachés sous une casquette. Ils s'arrêtaient régulièrement pour filmer le paysage, pour boire de l'eau, pour reprendre leur souffle. Un moment, vers 9 heures du matin selon le timecode, ils croisèrent un groupe de randonneurs qui descendaient. Des salutations amicales furent échangées. Antoine demanda combien de temps il restait jusqu'au refuge du lac Blanc. « Environ 2 heures, si vous maintenez ce rythme », répondit un homme d'une 50aine d'années. Le groupe continua sa descente. Vers 10h30, les images montraient qu'ils avaient atteint une altitude où la végétation se raréfiait. Il y avait maintenant plus de rochers, quelques plaques de neige persistantes sur les versants nord. Antoine filmait Léa qui consultait la carte, comparant les repères du terrain avec les indications cartographiques. « On est sur la bonne voie », disait-elle. « Encore une petite heure et on devrait arriver au col. » C'est alors que quelque chose changea dans les enregistrements. Le ton, l'atmosphère, tout devint différent. À 11h05 précisément, selon le timecode, l'image montrait Léa qui s'était arrêtée sur le sentier. Elle regardait quelque chose hors champ, sur la droite. « Antoine », disait-elle, sa voix soudainement tendue, « regarde là-bas. Tu vois ça ?» La caméra pivota dans la direction qu'elle indiquait. Au loin, à peut-être 500 mètres, sur une pente rocheuse à l'écart du sentier principal, on distinguait quelque chose d'inhabituel. Une forme sombre, immobile. Antoine zooma avec la caméra. L'image devint moins nette en raison du zoom numérique de l'époque, mais on pouvait distinguer ce qui ressemblait à une personne, assise ou effondrée contre un rocher. « C'est quelqu'un ?» demandait Léa. « On dirait, » répondait Antoine. « Il ne bouge pas. » Il y eut un moment de silence, puis Léa dit « On devrait aller voir. Cette personne a peut-être besoin d'aide. » Le capitaine Girard, regardant l'écran, sentit son pouls s'accélérer. C'était ça. C'était le moment où tout avait changé. La décision fatidique qui les avait détournés du sentier principal, qui les avait emmenés dans une zone qu'ils n'avaient jamais prévu d'explorer. Une décision dictée par la compassion, par le sens du devoir envers un autre être humain en détresse potentielle. Comment aurait-il pu savoir ? Les images suivantes montraient leur progression hors sentier, vers la forme immobile. Le terrain était plus difficile, plus accidenté. Ils devaient escalader des rochers, contourner des obstacles. Antoine continuait à filmer, mais de manière plus saccadée maintenant, la caméra bougeant avec ses mouvements. On entendait leur respiration plus laborieuse, l'effort de la progression hors sentier,
Léa était devant, plus agile sur ce type de terrain grâce à son expérience avec son père garde forestier. Il se rapprochait, à 50 mètres, puis à 20 mètres. Et soudain, l'image montra clairement ce qui les attendait. Ce n'était pas une personne vivante. C'était un corps, ou plutôt ce qui restait d'un corps. Un cadavre momifié par le froid et l'altitude, vêtu d'habits anciens, datant manifestement de plusieurs décennies. Le visage était desséché, méconnaissable, mais l'ensemble de la posture suggérait que cette personne était morte depuis très très longtemps. On entendit Léa haleter. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. La caméra trembla dans les mains d'Antoine. « C'est un cadavre !» dit-il, sa voix altérée. Il y eut un long silence, juste le bruit du vent capté par le microphone de la caméra. Puis Léa dit « On doit signaler ça aux autorités. Cette personne a une famille, quelque part, qui ne sait peut-être pas ce qui lui est arrivé. » Le capitaine Girard mit l'enregistrement sur pause. Il devait réfléchir. Un cadavre ancien, retrouvé par Léa et Antoine. Cela expliquait pourquoi ils s'étaient écartés du sentier. Mais cela n'expliquait pas encore leur propre disparition. Il prit une profonde respiration et relança la lecture. Les images reprirent. Antoine filmait maintenant le corps de plus près, documentant la découverte comme on le ferait pour une preuve. Les vêtements étaient anciens, peut-être des années 50 ou 60, difficiles à déterminer avec précision. Un manteau de laine épais, des chaussures de montagne à lacets, un pantalon usé. À côté du corps, il y avait un vieux sac en toile, déchiré et décoloré par les éléments. Léa s'approcha prudemment, se pencha pour examiner sans toucher. « Il doit être là depuis des décennies, » dit-elle doucement. « Personne ne l'a jamais trouvé. » Antoine acquiesça derrière la caméra. « On devrait marquer l'emplacement exactement et redescendre prévenir les gendarmes, » dit-il. Léa sortit la carte de son sac et essaya de déterminer leur position précise. Ils étaient à environ 3 kilomètres au nord-est du sentier principal, dans une zone que peu de randonneurs visitaient. Le terrain était difficile, et il n'y avait aucune raison de venir ici à moins de s'être perdu, ou, comme eux, d'avoir aperçu quelque chose d'inhabituel. C'est alors que tout bascula. Alors que Léa étudiait la carte et qu'Antoine filmait les environs pour avoir des repères visuels, un bruit se fit entendre. Un grondement sourd, profond, qui semblait venir de partout à la fois. La caméra pivota brusquement. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Léa, sa voix montant d'un ton. Antoine ne répondit pas immédiatement. Il filmait vers le haut de la pente, là où ils étaient venus. Et puis on le vit. Un pan entier de neige et de rochers commençait à se détacher, une coulée qui prenait de la vitesse, se dirigeant directement vers eux. « Cours !» hurla Antoine. L'image devint chaotique, la caméra enregistrant des flashs du ciel, du sol, des rochers. On entendait les respirations haletantes, les pas précipités sur la pierre. Le grondement s'intensifiait, assourdissant maintenant. Léa criait quelque chose, mais le bruit couvrait ses paroles. Pendant 10 secondes, 15 secondes, l'image n'était qu'un tourbillon de mouvements saccadés. Puis, soudainement, elle se stabilisa. Antoine avait dû tomber ou se jeter derrière un gros rocher. La caméra, toujours dans sa main ou posée au sol, filmait maintenant de biais. On voyait une partie du paysage, et au premier plan, on apercevait les jambes d'Antoine repliées. Le grondement continuait, accompagné maintenant d'impacts sourds, de craquements. La coulée de neige et de pierre passait à quelques mètres, une masse grise et blanche qui dévalait la pente avec une violence terrible. Puis, progressivement, le bruit diminua. La coulée continuait plus bas, s'éloignant d'eux. Il y eut un moment de silence relatif, juste le bruit du vent et une respiration rauque. Puis la voix d'Antoine, tremblante. « Léa, Léa, où es-tu » La caméra bougea. Antoine se relevait, filmant autour de lui. Des nuages de poussière flottaient dans l'air. Le paysage avait changé. La coulée avait arraché tout sur son passage, créant une cicatrice grise dans la pente. « Léa !» criait Antoine à nouveau, la panique perceptible dans sa voix. Puis, à environ 20 mètres, on vit un mouvement. Léa émergea de derrière un affleurement rocheux. Elle boitait, tenant son bras gauche contre sa poitrine, mais elle était vivante.
Antoine courut vers elle, la caméra enregistrant sa course maladroite sur le terrain bouleversé. « Tu es blessé ?» demanda-t-il en arrivant près d'elle. L'image montrait le visage de Léa, pâle, couvert de poussière, mais consciente. « Mon bras, dit-elle, grimaçant. Je crois que je me le suis tordu en tombant, et ma cheville me fait mal. » Antoine posa la caméra sur un rocher, la cadrant pour qu'elle les filme tous les deux. Il examina le bras de Léa avec précaution. Elle gémit quand il toucha son poignet. « Il faut qu'on redescende, » dit Antoine. « Tu peux marcher ?» Léa essaya de faire quelques pas. Elle boitait fortement, mais elle pouvait avancer. « Je pense, » dit-elle, « mais ça va être lent. » Ils regardèrent autour d'eux, essayant de s'orienter. La coulée avait modifié le terrain, rendant difficile la reconnaissance des repères. Léa sortit à nouveau la carte avec sa main valide. « On doit redescendre vers l'est, » dit-elle, pointant une direction. « Si on suit la pente, on devrait rejoindre une zone plus accessible. » Antoine acquiesça. Il récupéra la caméra et la rangea dans son étui protecteur, puis dans son sac à dos. « Gardons nos forces, » dit-il. « On filme plus tard si nécessaire. » L'écran devint noir. Le capitaine Girard comprit qu'Antoine avait éteint la caméra pour économiser la batterie. Le timecode sauta. Quand l'image revint, il indiquait 14h20. 3 heures s'étaient écoulées. Les images montrèrent maintenant un paysage différent. Ils étaient descendus, mais ils semblaient s'être encore plus éloignés de toute zone fréquentée. Antoine avait rallumé la caméra et il filmait Léa, qui était assise sur un rocher, visiblement épuisée. Son visage était crispé par la douleur. « On s'est perdu, » disait Antoine, sa voix tendue. « Je ne reconnais rien sur la carte. On a dû dévier sans s'en rendre compte. » Léa ne répondait pas, fixant ses chaussures. L'ambiance avait complètement changé. La joie et l'insouciance des premiers jours avaient disparu, remplacées par l'inquiétude et la fatigue. « On va trouver un chemin, » continua Antoine, essayant de rester optimiste. « Il suffit de continuer à descendre. Toutes les pentes finissent par rejoindre une vallée. » Mais le terrain ne coopérait pas. Les heures suivantes, documentées par des enregistrements intermittents, montraient leur progression lente et difficile. Léa souffrait de plus en plus. Sa cheville avait enflé, visible même à travers sa chaussure de randonnée. Antoine devait l'aider à franchir certains passages. Ils avaient de l'eau, grâce aux sources de montagne qu'ils trouvaient, mais leur provision de nourriture s'épuisait. Les barres de céréales achetées le premier jour ne dureraient pas longtemps. Le timecode indiquait maintenant 19h30. Le soleil commençait à baisser. Antoine filmait leur environnement. Ils étaient dans une zone de rochers chaotiques, avec des blocs de pierre gigantesques, empilés de manière précaire. « On va devoir passer la nuit ici, » disait Antoine. « C'est trop dangereux de continuer dans l'obscurité. » Ils trouvèrent un abri relatif entre deux gros rochers, un espace qui les protégerait du vent. Antoine filmait Léa, qui s'installait tant bien que mal, utilisant son sac comme coussin. La nuit tomba. L'écran devint presque noir, seulement quelques formes vagues visibles. On entendait leur conversation. Léa frissonnait malgré sa veste. « On aurait dû rester sur le sentier, » disait-elle, sa voix brisée. « Cette personne était morte depuis longtemps. On ne pouvait rien faire pour elle. »« Ne dis pas ça, » répondait Antoine doucement. « On a fait ce qu'il fallait, on ne pouvait pas savoir qu'il y aurait une coulée. » Mais il y avait du regret dans sa voix aussi. Il s'était écarté du sentier pour aider quelqu'un qui n'avait plus besoin d'aide, et maintenant ils étaient eux-mêmes en danger. Le lendemain matin, lundi 13 août, les images reprirent. Le visage de Léa était gonflé, ses yeux cernés. Elle avait peu dormi, la douleur l'empêchant de trouver une position confortable. Antoine filmait leur situation. « On a encore de l'eau pour aujourd'hui, » disait-il, faisant l'inventaire. « 2 barres de céréales. Et... » Il hésita. « Et je ne suis pas sûr de savoir où on est exactement. » Il montra la carte à la caméra. Son doigt pointait une zone vague entre plusieurs repères topographiques. « On est quelque part par ici, je pense, mais sans voir les sommets environnants clairement, c'est difficile à déterminer. » Ils repartirent, progressant encore plus lentement que la veille. Léa s'appuyait lourdement sur Antoine. À un moment, vers 10 heures du matin, ils entendirent un bruit au loin. Un moteur. Un hélicoptère.
Antoine sortit immédiatement la caméra de son sac et commença à filmer. Ils agitaient les bras, criaient, essayaient de se faire remarquer. L'hélicoptère apparut brièvement dans le cadre, volant haut, balayant une zone qui semblait être à plusieurs kilomètres. Puis il disparut derrière une crête. « Ils nous cherchent », dit Léa avec un regain d'espoir. « Ils savent qu'on a disparu. » Mais l'hélicoptère ne revint pas. Ce qu'ils ne pouvaient pas savoir, c'est que les équipes de recherche se concentraient sur le sentier du lac Blanc et ses environs immédiats. La zone où Léa et Antoine se trouvaient maintenant était beaucoup trop éloignée, dans une direction que personne n'aurait pu prévoir. La coulée les avait poussés vers le nord-est, dans un secteur rarement visité, et leur progression erratique, en essayant de retrouver un chemin, les avait encore plus égarés. Les heures passèrent. L'après-midi du lundi, le soir, une deuxième nuit en montagne, encore plus difficile que la première. Léa délirait par moments, la fièvre commençant à s'installer, probablement à cause d'une infection dans sa cheville blessée. Antoine restait éveillé, la tenant contre lui pour la réchauffer, murmurant des encouragements. La caméra, posée à côté d'eux, enregistrait ces moments d'intimité terribles, deux personnes luttant pour leur survie dans l'indifférence glacée de la montagne. Le mardi matin, 14 août, Antoine ralluma la caméra une dernière fois. Ses mains tremblaient, son visage était hagard, ses lèvres gerçaient. « C'est le mardi », dit-il à la caméra, sa voix rauque. « On devait rentrer hier à Lyon. Les gens doivent nous chercher maintenant. » Il tourna la caméra vers Léa. Elle était recroquevillée, les yeux fermés, respirant superficiellement. « Léa ne va pas bien, » continua Antoine. « Je dois trouver de l'aide. Je vais laisser mon sac ici avec elle, prendre juste la carte et descendre le plus vite possible. » Il y eut un long silence. Antoine semblait réfléchir, puis il dit « Si quelqu'un trouve cette caméra, si on ne s'en sort pas, je veux que vous sachiez qu'on a essayé. On a fait tout ce qu'on pouvait. » Sa voix se brisa. « Papa, maman, si vous regardez ça, je suis désolé, Gérard, » il déglutit difficilement. « Prenez soin d'elle quand vous la retrouverez. Elle a été si courageuse. » Il tourna à nouveau la caméra vers Léa. Il se pencha et l'embrassa sur le front. « Je reviens, » murmura-t-il. « Je te promets que je reviens. » Puis il se releva, fit quelques pas en direction de la pente, se retourna une dernière fois vers la caméra. Son visage exprimait une détermination désespérée, et puis il partit, disparaissant hors du champ de vision. L'image restait fixe, montrant Léa immobile, et au loin, le paysage vide de rochers et de névés. Le micro de la caméra captait le vent, le silence de la montagne. 5 minutes passèrent, 10 minutes. La batterie de la caméra commençait à faiblir, l'indicateur clignotant dans un coin de l'écran. 15 minutes. Puis, soudainement, l'image trembla. Un grondement, encore, plus faible que celui du dimanche, mais distinct. La caméra ne filmait pas dans la bonne direction pour voir ce qui se passait, mais on pouvait entendre. Le grondement continua pendant peut-être 20 secondes, puis s'arrêta. Silence. Juste le vent. Léa ne bougeait toujours pas, inconsciente ou endormie. L'écran clignotait maintenant, la batterie à bout. Encore quelques secondes d'image, puis plus rien. L'écran devint noir. Fin de l'enregistrement. Le capitaine Girard resta immobile devant l'écran éteint. Il comprenait maintenant. Antoine était parti chercher de l'aide, laissant Léa et son sac à dos avec la caméra. Une deuxième coulée, plus petite, s'était produite pendant son absence. Antoine avait-il été pris dedans? Était-ce pour cela qu'on n'avait jamais retrouvé son corps? Et Léa, affaiblie, fiévreuse, était-elle morte de froid, d'épuisement, de déshydratation dans les heures ou jours suivants? Le sac à dos d'Antoine, avec la caméra à l'intérieur, était resté là où il l'avait laissé, près de Léa. Puis, au fil des années, des décennies, la neige s'était accumulée. Les tempêtes d'hiver, année après année, avaient recouvert cette zone. Et lentement, inexorablement, le sac avait été incorporé dans le glacier d'Argentière, préservé par la glace pendant 13 ans jusqu'à ce que la canicule de 2003 le libère. Le capitaine Girard savait ce qu'il devait faire maintenant. Il devait contacter les familles.
Il devait organiser une nouvelle opération de recherche, ciblée cette fois sur la zone précise montrée dans les enregistrements. Les technologies avaient évolué depuis 1990. Les GPS, les images satellites, les radars pénétrant le sol. Il y avait une chance, même après 13 ans, de retrouver les corps. Le 9 août 2003, le capitaine Girard retourna à Chamonix. Il convoqua une réunion avec le peloton de gendarmerie de haute montagne et les experts en glaciologie. Les enregistrements furent analysés image par image. Les experts identifièrent plusieurs repères topographiques visibles dans les vidéos. En les comparant avec les cartes actuelles et les images satellites, ils purent délimiter une zone de recherche d'environ 2 km² dans le secteur du glacier d'Argentière et ses abords. Le 12 août 2003, exactement 13 ans jour pour jour après leur disparition, une nouvelle opération de recherche commença. Le capitaine Girard avait pris la décision difficile de contacter Gérard Fontaine avant le début des opérations. Le vieil homme méritait de savoir. Quand le capitaine lui expliqua ce qui avait été découvert, Gérard ne dit rien pendant un long moment. Puis, avec une voix calme qui cachait mal son émotion, il demanda « Elle a souffert ?» Le capitaine Girard choisit ses mots avec soin. Les enregistrements montrent qu'elle était courageuse jusqu'à la fin. Antoine est parti chercher de l'aide. Il n'a pas abandonné. Gérard insista pour participer aux recherches malgré son âge. Le capitaine Girard accepta à condition qu'il reste dans le camp de base et ne monte pas dans les zones difficiles. Pendant 4 jours, 20 gendarmes de haute montagne, assistés de chiens spécialement entraînés pour détecter les restes humains, même anciens, fouillèrent méticuleusement la zone identifiée. Le 16 août, vers 15 heures, un gendarme fit une découverte. À environ 350 mètres de l'endroit où le sac à dos avait été retrouvé, partiellement recouvert de pierres et de terre, il trouva des restes humains. L'analyse préliminaire sur place indiqua qu'il s'agissait d'un squelette complet, protégé des charognards par l'éboulement qui l'avait recouvert. Les vêtements, bien que dégradés, correspondaient à ceux portés par Léa dans les dernières images de la vidéo. Une analyse ADN ultérieure confirmerait l'identification. 2 jours plus tard, le 18 août, une deuxième découverte fut faite. À environ 1 kilomètre plus bas dans la pente, dans une zone que la coulée du mardi 14 août avait probablement balayée, d'autres restes humains furent localisés. Plus dispersés, plus difficiles à identifier visuellement, mais les tests ADN confirmeraient qu'il s'agissait d'Antoine Mercier. Il avait tenté de descendre chercher de l'aide, mais la montagne avait eu le dernier mot. La nouvelle se répandit rapidement. Les médias nationaux couvrirent l'affaire. Mystère résolu 13 ans plus tard, grâce à une caméra vidéo, titrait Le Figaro. Les derniers moments d'un couple tragique filmé par eux-mêmes, écrivait Le Monde. Les enregistrements, bien sûr, ne furent jamais rendus publics, respectant la dignité des défunts et la douleur des familles. Mais l'histoire toucha profondément le public français. Gérard Fontaine put enfin organiser des funérailles pour sa fille. Le 23 août 2003, une cérémonie eut lieu à Lyon, au cimetière de Loyasse. Léa fut enterrée à côté de sa mère. Sur la pierre tombale, Gérard fit graver « Léa Fontaine, 1962-1990 ». Professeur, fille aimante, âme courageuse, partie trop tôt dans les montagnes qu'elle aimait tant. Antoine fut enterré à Annecy, dans le caveau familial. Ses parents, maintenant revenus de Marseille pour les funérailles, purent enfin faire leur deuil. Madame Mercier, tenant la main de son mari, déposa une rose blanche sur le cercueil. « Tu peux te reposer maintenant, mon fils », murmura-t-elle. Le capitaine Michel Arnaud, retraité mais présent aux 2 cérémonies, put enfin clore mentalement le dossier qui l'avait hanté pendant 13 ans. Il avait fait tout ce qui était humainement possible en 1990. L'affaire n'avait pas été résolue par une erreur d'enquête, mais simplement parce que Léa et Antoine s'étaient retrouvés dans une zone où personne n'aurait pensé à les chercher, victimes d'un enchaînement tragique de circonstances. Le corps momifié que Léa et Antoine avaient découvert fut également récupéré lors des recherches de 2003.
Les analyses révélèrent qu'il s'agissait d'un alpiniste allemand disparu en 1962, Klaus Wagner, dont la famille avait abandonné tout espoir de le retrouver depuis 4 décennies. Grâce à Léa et Antoine, même dans la mort, Klaus put enfin rentrer chez lui. Gérard Fontaine vécut encore 6 ans après avoir retrouvé sa fille. Il mourut paisiblement en 2009, à l'âge de 75 ans. Jusqu'à la fin, il garda dans son salon une photo de Léa souriante devant les montagnes, prise lors d'une randonnée quelques années avant sa disparition. À côté, il avait placé un cadre contenant une citation qu'il avait lui-même écrite « Les montagnes donnent et les montagnes reprennent. Mais l'amour que nous portons à ceux qui sont partis ne disparaît jamais. » L'affaire Fontaine-Mercier devint un cas d'étude dans les formations de secours en montagne. Elle illustrait parfaitement comment des randonneurs expérimentés pouvaient se retrouver en danger non par imprudence, mais par une série de circonstances imprévisibles. Les écoles de formation en montagne utilisèrent les leçons de cette tragédie pour enseigner l'importance de rester sur les sentiers balisés, même en cas de découverte inhabituelle, et de toujours signaler sa position avant de s'écarter d'un itinéraire prévu. La caméra Sony Handycam, après avoir servi de pièce à conviction et avoir été analysée exhaustivement, fut remise à la famille. Gérard la conserva précieusement, refusant de jamais revoir les enregistrements. « J'ai les souvenirs de ma fille vivante », disait-il. « Je n'ai pas besoin de voir ses derniers moments. » À sa mort, la caméra fut léguée au musée alpin de Chamonix, où elle est exposée aujourd'hui avec une plaque explicative, témoignage silencieux d'une tragédie qui aurait pu être évitée, mais qui rappelle aussi le courage et l'humanité de 2 personnes qui sont mortes en essayant de faire ce qu'elles pensaient être juste. Cette histoire nous montre comment une simple décision, prise avec les meilleures intentions, peut avoir des conséquences tragiques et imprévisibles. Léa et Antoine ont choisi d'aider ce qu'ils pensaient être une personne en détresse, et ce choix les a menés à leur perte. Mais leur courage, leur amour l'un pour l'autre et leur détermination à survivre restent un témoignage puissant de l'esprit humain face à l'adversité. Que pensez-vous de cette histoire? Auriez-vous fait le même choix qu'eux en voyant cette forme immobile sur la pente? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez été touché par ce récit et que vous appréciez ce type d'investigation approfondie sur des cas réels, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Laissez un like si ce cas vous a marqué et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui s'intéresse également au mystère résolu des montagnes.